Chers amis de la résistance française, le coronavirus ne donne pas seulement la fièvre à ceux qui en sont atteints. C'est la panique à l'Élysée aujourd'hui, on peut le dire, en ce 11 mars 2020. Voilà ce qu'écrit le Figaro. À l'Élysée, les services s'organisent pour bâtir une bulle sanitaire autour d'Emmanuel Macron. Une bulle sanitaire. On savait que Macron était dans une bulle, coupé du peuple, mais là c'est une bulle sanitaire. Il est donc... aucune réunion n'est organisée dans son bureau. Les téléphones portables, les stylos, les blocs-notes et tout objet que le chef de l'État peut être amené à toucher sont désinfectés. Les visites publiques sont suspendues. Alors écoutez, c'est triste à dire, mais notre président de la République, chef de l'État, l'homme qui est censé, en cas de guerre, pouvoir appuyer sur le bouton de la dissuasion nucléaire, est un peureux. Est un peureux. Alors ce n'est pas tout à fait la même chose à l'étranger. À l'étranger, États-Unis d'Amérique, qui sont touchés, ni plus ni moins que la France d'ailleurs, par le coronavirus, dont nous allons parler. Coronavirus qui s'appelle le SARS-CoV-2, et qui donne une maladie qu'on appelle le Covid-19 ou le Covid-2019. Eh bien, Donald Trump, président des États-Unis d'Amérique, a déclaré ceci sur Twitter. Je cite, Donald Trump. L'année dernière, 37 000 Américains sont morts de la grippe. En moyenne, il en meurt de 27 000 à 70 000 par an de la grippe. Rien n'est fermé. La vie continue. La vie et l'économie suivent leur cours. À ce jour, il y a 546 cas de coronavirus confirmés et 22 décès aux États-Unis d'Amérique. Réfléchissez-y. Fin de citation. 546 morts, 546 cas, excusez-moi, 22 décès simplement pour le coronavirus, contre 30 000 au moins pour la grippe saisonnière. Alors tout de suite, évidemment, on peut penser à la grippe espagnole de 1918 qui a tué des dizaines de millions de personnes dans le monde, et 1 million en France. On peut penser aussi à la peste noire, donc il peut y avoir un jour une catastrophe. Mais les chiffres dont nous disposons et les données dont nous disposons montrent qu'il n'en est rien pour cette maladie-là. Alors à chaque fois que l'OMS ou le gouvernement nous annonce une catastrophe, je me dis, est-ce encore une blague, un bobard qu'on nous raconte, comme tant d'autres qui ont précédé? La grippe H1N1, la grippe aviaire, et d'autres encore qui ont été dramatisés de manière disproportionnée, même le sida, qui n'a tué que quelques milliers de personnes en France, alors qu'on nous disait qu'il tuerait des millions de personnes. Ou Ebola, qui devait décimer la population mondiale et qui a tué quelques dizaines de milliers de personnes au maximum. Alors, il faut évidemment être prudent, et on se rappelle la sagesse qu'on enseigne à nos enfants, l'histoire de Jeannot qui crie au loup, une fois, deux fois, trois fois, les paysans arrivent avec une fourche pour chasser le loup, c'était une blague. Et Jeannot, à chaque fois, se moque des paysans qui sont venus, qui sont tombés dans son panneau, dans son piège. Et puis enfin, le loup arrive, vraiment, pour manger ses brebis qu'il est chargé de garder. Il appelle « Au loup, au loup !» Et évidemment, les paysans ne se dérangent pas, et le loup peut manger les moutons. Alors, donc il faut toujours avoir cette réserve à l'esprit. Ce n'est pas parce qu'on nous a annoncé 100 fois de fausses catastrophes qu'il n'y en aura pas une qui arrivera. Je n'exclus absolument pas qu'un jour, un virus terrible tue la moitié de la planète. Mais pour l'instant, les faits ne sont pas en faveur de cette hypothèse dramatique. Alors, regardons la France. Là, j'ai donné des chiffres qui sont ceux de Donald Trump. Mais qu'en est-il de la France? Alors, soyons sérieux. La grippe 2017-2018 a fait 13 000 morts en France. La grippe 2018-2019 a fait 9 900 morts en France. Aujourd'hui, au 9 mars, on était, donc il y a 2 jours, on était à 30 morts. On doit être maintenant à 40 morts du coronavirus en France. Bon, ça va monter, ça peut monter. Mais il y a très peu de probabilité, j'allais dire très peu de chance, pour qu'on arrive à plus de 1000 à la fin de l'épidémie. Lorsque la montée des températures
et l'épuisement du gisement de malades, si je puis dire, aura fait que cette épidémie, comme les autres, finira par disparaître. Les spécialistes de la question sont clairs sur le sujet. Écoutez deux professeurs de médecine réputés, spécialistes des maladies infectieuses. Professeur Eric Caumes, C-A-U-M-E-S, Paris. Hôpital Pitié, Salpêtrière. Hôpital de la Pitié, Salpêtrière. Salpêtrière. Écoutez le professeur Didier Raoult, R-A-O-U-L-T, de Marseille. Il dit exactement la même chose. Le coronavirus SARS-CoV-2, c'est une grosse grippe, dit Raoult. Et encore, c'est vraiment une grosse grippe. En réalité, le taux de létalité, comme on dit en termes scientifiques, c'est-à-dire le taux de mortalité de cette maladie nouvelle, comme le taux de contagiosité, le fameux facteur R0, combien de personnes un malade va-t-il contaminer, n'ont rien de dramatique. C'est dramatique si vous voulez, puisque la grippe l'est aussi, bien sûr. 10 000 personnes par an, c'est beaucoup. Rappelons quand même à propos des 10 000 personnes par an, pour avoir en tête quelques chiffres, c'est que depuis le début de l'année, depuis le 1er janvier 2020, 100 000 personnes sont mortes en France. 100 000. Dont 25 000 pour des cancers, dont 600 pour les accidents de la route. Pour la grippe, on ne sait pas combien, mais certainement plusieurs milliers, puisque le total arrive chaque année pour la grippe saisonnière à environ 10 000. Et on en est, je le répète, à 40 pour le fameux coronavirus SARS-CoV-2. Alors il faut savoir raison garder. Donc le taux de contagiosité est, semble-t-il, de 3. C'est-à-dire une personne en moyenne, si on ne fait rien, va contaminer 3 personnes, ce qui n'est pas très élevé. Ce qui n'est pas du tout très élevé, c'est ce que nous disent notamment les spécialistes qui ont été consultés par les gens du Figaro, qui vous disent non, en fait, on a un taux de contagiosité qui est quand même 3 fois plus petit que celui de la rougeole, par exemple. Et surtout, ce qui est plus intéressant, c'est 3 fois plus petit que le SRAS de 2003. Le SRAS, on l'a déjà oublié. Il a tué quelques milliers de personnes dans le monde. Il est parti aussi de Chine. Ce n'est pas un hasard. Eh bien, le SRAS n'a tué que quelques milliers de personnes, et il était 3 fois plus contagieux. Et ni plus ni moins mortel. Enfin si, pardon, il était plus mortel. Il était plus mortel que la nouvelle maladie, puisque celle-ci n'est en réalité pas plus mortelle que la grippe. Au début, on estimait à 4% le taux de létalité, c'est-à-dire que sur 100 malades, 4 allaient mourir. Mais ça, c'était les chiffres du Wuhan, qui étaient surestimés de 2 manières par rapport à l'effet normal de la maladie. D'abord parce que le Wuhan est un pays, enfin la ville de Wuhan et la province de Hubei sont très mal administrés, ont un système hospitalier calamiteux. Pas de médecin généraliste en Chine, je vous rappelle. Et parce que le dénominateur du rapport était sous-estimé. Beaucoup de gens étaient malades, enfin portaient le virus, pardon, sans que leurs symptômes soient reconnus. Il faut savoir que, sauf peut-être à la fin, lorsque la pneumonie se déclare, les symptômes du coronavirus SARS-CoV-2 ne sont pas différents de ceux de la grippe. Donc il est très difficile, si on n'a pas de test à portée de la main, de repérer les malades, tant que la maladie n'est pas très avancée. Donc, réfléchissez. C'est 3 fois moins dangereux que le SARS, la nouvelle maladie est 3 fois moins dangereuse que le SRAS de 2003. On n'a pas mis le monde sans dessus-dessous pour cette maladie de 2003. Il n'y a aucune raison, par conséquent, de le faire aujourd'hui. Alors, ensuite, on peut évidemment se demander pourquoi il y a eu une telle réaction. Et bien, cette réaction est certainement disproportionnée, comme l'a dit Donald Trump. Évidemment, on peut toujours dire, il est bon, principe de précaution,
le fameux principe de précaution, employé à mauvais escient en général, de réduire au minimum les risques de contagiosité. Et donc de confiner, de mettre en quarantaine un pays entier comme l'Italie vient de le faire. Alors, si on veut sortir de l'irrationalité, il faut se dire que toute décision individuelle, comme toute décision politique, doit reposer sur un bilan coût-avantage. Je vais prendre un exemple tout à fait extérieur à la question du SRAS ou du SARS. C'est celui de la vitesse, de la limite de vitesse sur les routes. Vous vous souvenez de la polémique sur la baisse à 80 km/h de la limite de vitesse. Certains opposants ont dit à tort, et même stupidement à mon avis, que ça ne ferait pas diminuer le nombre de morts. Bien sûr que si. Bien sûr que si. Plus on limite la vitesse sur les routes, et plus on diminue le nombre de morts. Il suffit de se dire que si on arrive à 0, il n'y aura plus aucun mort. Donc la question de coût-avantage, c'est de savoir à quel niveau optimal il faut fixer la limite de vitesse. Lorsqu'on la diminue, on diminue le nombre de morts, le nombre d'accidents, mais on perd du temps, on perd du temps sur les routes. Si on interdit les voitures, il n'y aura plus d'accidents de voiture, mais il y aura de gros inconvénients pour la vie des gens et pour les possibilités de circulation. Donc c'est une question tout à fait générale. Il faut faire le bilan coût-avantage. On peut toujours, en traversant la rue, recevoir une tuile d'un toit, et donc est-ce que pour autant on va s'interdire de sortir? Donc il me paraît clair que les réactions de l'Italie sont disproportionnées par rapport au risque réel encouru par la population. En Italie, il y a eu jusqu'à présent 500 morts. Alors vous allez me dire, peut-être 600. 600. Alors vous allez me dire, c'est beaucoup. Sauf qu'en réalité, la moyenne d'âge de ces morts est de 81 ans. Alors je ne dis pas que ce n'est pas triste qu'on meure à 81 ans de cette maladie. Mais on meurt plus souvent de la grippe à cet âge-là. Et au total, donc, même si la maladie devait se développer beaucoup en Italie, ce qui ne risque pas de se produire, à mon sens, compte tenu des mesures de confinement extraordinaires qui ont été adoptées, eh bien, il n'y aurait pas un si grand nombre de morts qu'on pourrait le craindre, et certainement moins de morts en Italie comme en France, du fait du coronavirus que de la grippe. Alors, en Chine, que se passe-t-il? En Chine, on a visiblement sous-réagi au départ et on s'est surréagi après. Sous-réagi au départ parce que lorsqu'on a lancé l'alerte sur les réseaux sociaux, les lanceurs d'alerte comme le docteur Li ont été arrêtés par la police pour diffusion de fausses nouvelles. Donc, pendant 3 semaines, donc, les autorités de la province de Hubei n'ont rien fait pour prévenir l'épidémie de coronavirus. Et ensuite, on a surréagi. On a surréagi en mettant le pays en état de siège, pratiquement, en tout cas toute la province de Hubei, et même en dehors de la province de Hubei, en appliquant des mesures de quarantaine, de confinement, de contrôle des entrées, particulièrement draconiennes et excessives. Mais aujourd'hui, c'est fini en Chine, ou quasi, enfin c'est fini. En tout cas, c'est le reflux, c'est déjà le reflux en Chine. Et donc, on peut s'estimer satisfait puisque la Chine, maintenant, est arrivée pratiquement à la fin du processus. En Chine, on a eu environ 10 000 morts. 10 000 morts. Oui. 13 000 morts du coronavirus. Alors vous allez me dire, c'est beaucoup. Bah, c'est comme la grippe en France. Alors qu'au lieu de 60 millions d'habitants, il y a en Chine 1 milliard d'habitants, et même 1 milliard 200 millions, ou 300 millions. Bon. Donc c'est pas grand-chose. Alors l'épidémie n'est pas finie, il y en aura davantage. Mais à l'échelle de la Chine, la maladie n'aura pas provoqué une catastrophe. Mais pourquoi la Chine a-t-elle été en 2019, comme en 2003, l'origine de ces maladies nouvelles? Eh bien, on commence à le savoir. Parce que les Chinois mangent n'importe quoi. Il y a un proverbe chinois qui dit on peut tout manger, ce qui est à 4 pattes, sauf la table.
Et on a inventé un proverbe nouveau qui consiste à dire on peut manger tout ce qui vole sauf les avions. Alors les Chinois mangent des chauves-souris, les Chinois mangent des pangolins qui mangent des chauves-souris, et il paraît que c'était la civette qui mangeait elle-même les chauves-souris qui a été l'origine de la maladie de 2003, le SRAS. Cette fois-ci, ce serait le pangolin, qui est un animal sympathique, rare, en voie de disparition, qui porte des écailles, qui est utilisé donc, pour la cuisine chinoise également, qui est utilisé comme aphrodisiaque. Ces écailles servent d'aphrodisiaque. Bien. Ou les préparations tirées de ces écailles. Alors, donc ce sont ces conditions d'alimentation détestables qui sont à l'origine de l'épidémie de SRAS en 2003 et de l'épidémie de SARS, ou l'épidémie de Covid-19 en 2019-2020. Ce ne sont pas des conditions épidémiologiques qui sont valables en Occident. De surcroît, l'hygiène des Chinois laisse apparemment à désirer et leur système hospitalier est dramatique. Un excellent journaliste du Figaro qui s'appelle Faletti, Sébastien Faletti, qui a écrit plusieurs articles fort intéressants sur l'épidémie de coronavirus en Chine, raconte ce qu'il a vu dans l'hôpital de Wuhan. Alors les sinolâtres qui nous rebattent les oreilles nous disent « Ah là là, les Chinois, c'est formidable, ils ont construit un hôpital en 10 jours. » Alors, on est allé voir l'hôpital en question, il devait avoir 1000 places, il n'en a que 200, et les conditions sont très mauvaises, les conditions d'hospitalisation sont très mauvaises. Mais Faletti a visité un hôpital plus ancien, et la description qu'il en fait est dramatique. Dans un hôpital où on est chargé de soigner des gens qui ont la pneumonie, parce que le coronavirus provoque la pneumonie, il n'y avait ni chauffage, ni eau chaude sanitaire. Vous vous rendez compte? Il fait froid actuellement, il faisait froid à Wuhan. Eh bien, les malades n'avaient pas de chauffage. Et on entassait côte à côte dans les lits des gens qui étaient malades du coronavirus et ceux qui ne l'étaient pas, ou dont on ne savait pas s'ils l'étaient, d'autant plus qu'il n'y avait pas de test en fait pour vérifier qu'ils l'étaient. Donc des conditions dignes du tiers-monde. Voilà. En Chine. Alors le prestige de la Chine en prend un coup évidemment, mais ça c'est la réalité. Et c'est l'origine de la maladie, c'est l'origine de l'épidémie. Alors bon, pour l'Italie, je l'ai dit, c'est tout à fait ridicule de mettre le pays entier en quarantaine. Les conséquences économiques sont beaucoup trop lourdes par rapport aux bénéfices qu'on peut espérer. Faudrait-il à ce moment-là, chaque année, puisque la grippe tue beaucoup plus de monde que le coronavirus, mettre la France en quarantaine? Alors que va-t-il se passer en France? Il est probable que le nombre de morts va augmenter. On est déjà à 40, à peu près, ça va augmenter. Mais, comme nous le disent les professeurs de médecine, compétents sur la question, dans 3 mois, ce sera fini. Alors, monsieur Olivier Véran, le ministre de la Santé, qui a succédé à Agnès Buzyn quand elle a fait faux bond, elle a fait défection pour se présenter à Paris, aux élections municipales, nous explique qu'en fait, non, c'est pas l'augmentation de la température qui fait que la grippe disparaît à la belle saison, c'est parce que les gens ne sont plus confinés. Et donc ce serait le confinement dans les maisons qui provoquerait la maladie. Excusez-moi, mais c'est à peu près contradictoire avec ce qu'on demande aujourd'hui aux Italiens, c'est-à-dire de rester chez eux. Le mot d'ordre en Italie, c'est rester chez eux. Bon. Donc on se demande par qui nous sommes gouvernés. Enfin, à vrai dire, on ne se demande plus. Nous sommes gouvernés par des incompétents. Alors donc, aujourd'hui, on ne peut pas savoir quel sera le développement de la maladie. Et on peut affirmer raisonnablement que d'une part, dans 3 mois, ce sera fini, et d'autre part, que la maladie, lorsqu'elle sera finie, l'épidémie disparue, aura fait nettement moins de morts, beaucoup moins de morts que la grippe, probablement dans le facteur de 1 à 10. Alors c'est très triste pour ceux qui mourront de cette maladie, évidemment. Hein. Tant plus que la pneumonie, c'est assez atroce. On a des difficultés, des insuffisances respiratoires qui demandent d'aller en réanimation. Je ne le souhaite à personne, évidemment. Mais il n'y a pas de lieu de paniquer. Et il faut rester raisonnable, et il n'y a aucune raison de paniquer. Alors, de ce mal qui est la panique due au coronavirus, peut sortir un bien quand même. Premièrement, plusieurs biens.
Premièrement, c'est évident, la panique suscite un réveil de la conscience de race. Alors on dit les Asiatiques, mais ce ne sont pas les Asiatiques en général qui sont concernés, ce ne sont pas les Libanais, ce sont les jaunes, les personnes de race jaune ou mongoloïde, qui sont soupçonnées d'être les vecteurs du coronavirus. Et de fait, les gens immédiatement sont bien obligés, quelle que soit leur idéologie anti-discrimination, de se rendre compte que les gens qui sont à côté d'eux sont des hommes de race jaune, des mongoloïdes, et qu'ils présentent donc théoriquement un risque de contagieux plus important que s'ils étaient français ou de race caucasoïde, blanche, si vous préférez. Entre parenthèses, c'est très triste à dire, mais j'ai peur que les restaurants chinois soient déserts. Je suis passé hier devant un restaurant chinois, il n'y avait strictement personne. Alors, entre la crainte d'être contaminé par les serveurs ou les cuisiniers, et puis surtout les informations qu'on a sur la manière dont les Chinois se nourrissent et dont ils font leur cuisine, je crains que malheureusement l'avenir des restaurants chinois en France ou dans le reste du monde, dans le reste de l'Occident, soit devenu difficile. Deuxième chose, et ça c'est utile tout de même à la pensée politique, la Chine tombe de son piédestal. Bon. On se rend compte des conditions catastrophiques dont la maladie a été gérée dans la province de Hubei. On voit qu'on a sous-estimé d'abord, sous-évalué la maladie, ensuite surévalué, sous-réagi et puis surréagi. On apprend, je le répète, que les Chinois mangent à peu près n'importe quoi. Il y a des chauves-souris, des pangolins ou des civettes. Et donc, qui sont à l'origine d'épidémies dangereuses pour le monde entier, ou qui sont considérées comme telles, du moins, de manière excessive en vérité. Tout cela fait que la Chine, le prestige de la Chine qu'on présente à tort comme la seconde puissance mondiale, en prend un sérieux coup et c'est très bien. Les Occidentaux vont revenir un petit peu, j'espère, à plus de réalisme en ce qui concerne la Chine. Troisième intérêt, c'est qu'on mesure l'intérêt des frontières. C'est la frontière qui protège contre la diffusion des épidémies. Alors, un crétin a dit à la télévision, mais les virus ne connaissent pas les frontières. Les virus ne connaissent peut-être pas les frontières, mais les hommes qui portent les virus, oui, ils connaissent les frontières. On peut les arrêter. Et donc, Donald Trump a pris une décision très, très salutaire. Il a arrêté les lignes aériennes entre les États-Unis et la Chine. Et interdit l'arrivée des gens de Chine aux États-Unis. Donc, les frontières que les cosmopolitismes refusent montrent leur importance et leur intérêt. On mesure aussi, ça c'est plus élaboré comme conclusion, mais c'est très, très, très certain, les inconvénients des excès de la mondialisation, qui aboutissent à ce que les chaînes de production, les chaînes de valeur, soient fragmentées. Vous savez qu'un téléphone de l'entreprise américaine Apple, qui porte la marque américaine Apple, en fait est formé de composants. Il est assemblé en Chine, il est formé de composants qui viennent de partout. De Chine, de Singapour, des États-Unis éventuellement, même de France, de Corée du Sud, etc. Bon. Et donc, la crise économique chinoise, conjoncturelle peut-être, qui résulte de cette épidémie de coronavirus, et surtout de la manière dont le gouvernement a surréagi, fait que les chaînes de production sont perturbées. Et c'est extrêmement gênant. Et donc Bruno Le Maire, ministre de l'économie, nous dit « Mais là, nous rendons compte maintenant qu'il faut préserver certaines productions stratégiques en les localisant en France, ou au moins en Europe. » Il était temps de s'en apercevoir. Voilà les inconvénients qui résultent, les avantages qui résultent de ces inconvénients, pardon, c'est-à-dire premièrement le fait que la conscience de race retrouve de la force, reviviscence de la conscience de race, la Chine tombe de son piédestal,
les frontières montrent leur intérêt et la mondialisation montre ses inconvénients. Alors, la conclusion, c'est simple, c'est que le gouvernement a moins raison sur un point. Il faut se laver les mains. Monsieur Pierre de Tirmont, vous qui regardez cette émission, je ne saurais trop vous dire, lavez-vous les mains. Alors je me rappelle d'ailleurs que lorsque on a parlé de la grippe aviaire il y a 20 ans, grippe aviaire qui n'a pas eu lieu, qui a tué beaucoup de poulets, mais pas beaucoup d'hommes. Quelques dizaines, alors qu'on nous annonçait quelques millions. On nous a fait toute une propagande très salutaire pour le lavage de mains. Alors permettez-moi, ça c'est vrai, le gouvernement a raison de faire de la propagande pour le lavage de mains. Car les maladies infectieuses, que ce soit la grippe, que ce soit le coronavirus, que ce soit la gastroentérite, se transmettent essentiellement par les mains. Comment? Pas tellement par voie aérienne, c'est-à-dire directement par la respiration du malade qui atteint la personne qui va être contaminée. Ça, c'est relativement secondaire. Non, c'est par les mains. Comment? Parce que le malade va expectorer, en toussant, en éternant, voire en crachant, ou même simplement en respirant, des microparticules de salive qui vont se poser sur des surfaces. Ensuite, on touchera la surface avec les mains. Et c'est à ce moment-là que le microbe qui est sur la main va passer dans le corps par le visage. Donc la main est contaminée et on se touche la bouche, le nez, les lèvres. Les muqueuses des lèvres sont perméables au virus, ou les yeux. C'est donc en se mettant la main sur le visage qu'on se contamine. Donc, c'est valable pour le coronavirus comme pour tout. Lavez-vous les mains. Et alors, je me rappelle, donc je vous ai rappelé de la grippe H1N1, de la grippe aviaire, pardon, qu'on nous avait expliqué comment il fallait se laver les mains. Alors moi, je m'étais toujours bien lavé les mains comme ça. Et en fait, n'oubliez pas, il faut se laver les mains non seulement comme ça, mais comme ça, parce que vous avez des espaces entre les doigts qui peuvent contenir des microbes, des saletés. Donc n'oubliez pas, si vous lavez les mains, faites comme ça, et aussi comme ça pour nettoyer les ongles, si possible avec une brosse à ongles. Donc il faut bien se laver les mains. Et voilà un message gouvernemental particulièrement salutaire qui ne pourra pas vous faire de mal. Avec du savon, en se rinçant bien les mains ensuite. Voilà, donc si cette crise peut nous rappeler à l'hygiène, eh bien, ça sera salutaire. Et je vous dirai pour conclure, n'ayez pas peur. Merci. Je vous invite à mettre un pouce bleu sur cette vidéo pour la partager et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je compte sur vous.